Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Rentrée des classes oblige, j'ai délaissé aujourd'hui le plateau télé pour vous proposer cette émission spéciale en direct, ici, depuis l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle à Sarreguemines. Alors dans cette émission, on va s'intéresser à la rentrée de manière générale, un petit peu dans plusieurs niveaux scolaires et puis dans différents établissements. Et puis, eh bien, on fera un focus évidemment sur cet établissement privé avec Sébastien Marchal. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de nous accueillir dans votre établissement, tout particulièrement aujourd'hui. Je sais que c'est jamais simple, hein, le jour de la rentrée des classes. Je vais vous donner la parole à plusieurs reprises dans cette émission. Et puis, on terminera en découvrant un métier, celui de maraîcher. C'est l'une des nouveautés de la rentrée sur Mosaïque Cristal. Chaque mois, Marie-Morgane va tester une profession en immersion. Et aujourd'hui, eh bien, elle va vous proposer de partager le quotidien de David Bourrait dans le potager du Beach en Inde. Mais avant tout cela, on commence par quelques images d'un incendie. Hier après-midi, une petite partie des abords de la voie verte était la proie des flammes. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour l'arrêter au plus vite et donc pas de gros dégâts. Reportage de Thibaut Desmerlet. Une large bande noircie s'étale sur 300 mètres de long. Hier, en début d'après-midi, un incendie se propage sur les abords de la voie verte, à côté de la sortie vers Épin. Les sapeurs-pompiers de Rohrbach-les-Beach sont intervenus pour mettre fin au feu de friche. Les terrains agricoles derrière ont été épargnés et aucune victime n'est à déplorer. Les sapeurs-pompiers sont restés encore un temps pour humidifier les zones sensibles. Et on ne le dira jamais assez, faites attention si vous utilisez des outils, des machines qui peuvent provoquer des étincelles. Et bien sûr, ne jetez pas de mégots et ne faites pas de feu dans la nature. Allez, place à l'événement du jour, la rentrée des classes. De nouveaux visages sont arrivés à l'école élémentaire Baron de Gunzer à Bitche. Les élèves de CP ont eu droit à un accueil en musique et leurs camarades de CM2 leur ont offert quelques petits cadeaux. Alors bien que certains étaient excités de découvrir leur nouvelle école, d'autres étaient un peu plus stressés, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. C'est un grand changement pour ces anciens élèves de grande section. 10 enfants sont arrivés en CP à l'école élémentaire Baron de Gunzer. Entourés de leurs camarades des autres classes, ils attendent d'être appelés. Pour leur premier pas dans l'école, les parents les ont accompagnés. C'est un soutien précieux pour Elisa et Liam qui ont eu quelques appréhensions. Un petit peu stressée là ce matin, c'est une grosse timide, donc on l'a senti tendue, même dans son regard, elle n'avait pas envie d'y aller, c'est un petit peu compliqué. Pareil, bon on a passé une bonne nuit quand même, j'ai réussi à la calmer hier soir, ça s'est bien passé, mais ce matin un peu de stress. Mais je pense que ce soir ça ira mieux. C'était un peu délicat les deux jours avant, il était un peu stressé, un peu de larmes qui a coulé, et puis là ce matin c'était aussi un peu... Il pleurait, il était stressé sur le chemin et là encore maintenant, mais ça va. C'est un bon moment de sa vie, donc c'est important pour lui. Hein. C'est aux côtés de leurs parents que les nouveaux CP ont débuté leur rentrée. Le premier rituel ici dans cette école biculturelle, c'est une petite introduction en allemand. Ils ont visionné une pièce de théâtre que les CM2 ont jouée pour eux et chacun a reçu un Schultüte. Mais pour ces anciens élèves de la maternelle, ce n'est pas la première fois qu'ils sont entrés dans cet établissement. Nous avons une liaison grande section CP. Ils sont déjà venus une demi-journée pour être dans les locaux de l'école. On a déjà commencé à travailler ensemble. Ils ont fabriqué un marque-page pour leur livre de lecture. On se connaît, on a fait des petites activités au mois de juin. Leur année se déroulera aux côtés des CE1 qui les aideront pour qu'ils prennent leur marque. Les CP passeront une première journée de travail en douceur. Sébastien Marchal, moi je me demande, est-ce que la rentrée en CP n'est pas un peu particulière cette année? Je dis ça parce que les bouts de choux qui arrivent en CP viennent de maternelle où ils ont passé finalement la majeure partie de leur scolarité face à des enseignants qui étaient masqués. Est-ce que ça peut avoir un impact par exemple sur leur élocution? Alors c'était une inquiétude qui pouvait avoir lieu lors des réunions de fin d'année d'harmonisation. C'était un point qui était abordé notamment par les maîtresses de CP, inquiètes à ce sujet. Mais les maîtresses de maternelle ont rapidement rassuré les enseignants de CP en leur disant qu'ils ne rencontraient aucune difficulté par rapport à ça.
Et j'entendais la directrice de Beach évoquer une journée d'harmonisation et d'intégration. Chez nous, on l'a fait aussi au mois de juin et du coup, les maîtresses ont pu se rendre compte du niveau d'élocution et autres des élèves de maternelle qui arrivaient donc en CP. Donc tout devrait bien se passer. Alors on va faire un focus maintenant sur une classe toute particulière, celle de l'école Écréadis à Sarreguemines, dont c'est la 5e rentrée scolaire, une année charnière pour l'association qui espère une mise sous contrat avec l'État d'ici l'année prochaine. C'est un reportage de Morane Grandcola. Simon dit au revoir à son papa. C'est sa première rentrée au sein de l'école élémentaire Écréadis de Sarreguemines, l'établissement qui accueille des jeunes présentant des troubles spécifiques des apprentissages. Du CE1 au CM2, l'établissement compte actuellement 10 élèves dans cette classe spécialisée. Une deuxième classe aurait dû ouvrir ses portes pour la rentrée. Malheureusement, elle ne verra pas encore le jour. On n'a pas eu le nombre de demandes suffisant. Mais voilà, c'est pas grave, on continue sur une classe unique avec le même fonctionnement que les années précédentes et ça sera très bien. C'est une année charnière pour l'établissement qui espère d'ici 2023 obtenir une mise sous contrat avec l'État. L'école est privée, mais grâce à ce contrat, elle pourra bénéficier d'aides financières supplémentaires, notamment pour la rémunération du corps enseignant. Pour cela, l'établissement a 5 ans pour faire ses preuves. Nous y sommes. On va cette année déjà essayer de se rapprocher le plus possible de leurs exigences, tout en essayant de garder ce qui fait notre particularité, nos spécificités, c'est-à-dire vraiment l'adaptation pour les enfants en difficulté. Mais voilà, on espère qu'à la fin de cette 5e année, ça aboutisse vers la mise sous contrat. Ouais. Chaque année, l'établissement doit sortir près de 40 000 € pour assurer son fonctionnement. Grâce aux nombreux dons, sponsors et actions, l'école s'en sort pour l'instant. Un an de scolarisation à l'école Écréadis coûte en moyenne 4 700 € aux parents. Une mise sous contrat avec l'éducation nationale allègera de manière significative ses coûts. Ça impliquerait une baisse drastique des frais de scolarité. Et donc une école beaucoup plus accessible pour les familles. Et donc potentiellement plus d'élèves, voilà, une école qui s'ouvrirait beaucoup plus aux familles qui en ont besoin. C'est vraiment ça l'objectif en fait. Dernière ligne droite donc pour faire ses preuves. En attendant, c'est parti pour une nouvelle année scolaire. C'est moustique? Oui. Invasion de moustiques. Sébastien Marchel, est-ce que des élèves qui souffrent de troubles 10 et ou de troubles de l'attention sont scolarisés ici à Sainte-Chrétienne-la-Salle ? Oui, tout à fait, Julia. De nombreux élèves sont scolarisés avec des troubles au sein de l'établissement, que ce soit de la dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, et on accueille aussi des enfants souffrant de troubles autistiques. Et donc ces enfants sont généralement accueillis dans les classes en mettant en place une pédagogie qu'on dit différenciée avec des aménagements nécessaires pour leur permettre de réussir. Et est-ce que les enseignants sont sensibilisés à ces cas qui sont un peu particuliers quand même ? Alors sensibiliser, oui, parce qu'ils ont suivi des formations et pas plus tard qu'hier, nous avons assisté avec le corps enseignant du second degré à un spectacle débat au casino des Faïenceries à Sarreguemines sur la vie quotidienne d'un enfant autiste dans les établissements scolaires et dans sa famille au quotidien et voir quelles difficultés pouvait rencontrer cet enfant. Ça s'est suivi d'un débat avec des spécialistes. Alors ça, c'était pour le second degré. Et bien justement, on va s'intéresser maintenant aux élèves de 6e. Ils font leur rentrée dans un établissement plus grand, avec plus de professeurs et plus de cours. Le collège apporte vraiment son lot de nouveautés. Alors, qu'est-ce qui est mis en place par les équipes pédagogiques pour les accompagner au mieux ? Eh bien, exemple ce matin, avec la rentrée des classes au collège Val-de-Sarre de Grosse-Bliederstroff, filmé par Marie-Morgane Pires. Je donne ça, donc c'est pour vos questions, tu donneras ça à tes parents ce soir. Une rentrée pas comme les autres pour ces élèves qui font leur premier pas dans l'établissement qui les accueillera durant 4 ans, le collège. Ils ont achevé leur cycle élémentaire où ils avaient chaque année un enseignant devant eux. Désormais, ils peuvent avoir jusqu'à 7 cours différents dans la journée avec autant de professeurs et de salles de classe différents. Dans la cour de l'école, un mélange d'excitation et d'appréhension se fait ressentir ce matin. Un peu stressée et j'espère que tout va bien se passer parce que j'ai personne en fait ici, du coup je suis un peu toute seule, mais voilà, je pense que ça va bien se passer, j'espère en tout cas. Un peu stressée de rencontrer de nouvelles personnes et
surtout de me perdre dans le collège. À Grosse-Biederstroff, cette journée du 1er septembre est consacrée entièrement aux 6e. Leurs camarades feront leur entrée demain. Une organisation qui permet à l'équipe pédagogique de leur faire découvrir ce nouvel environnement en douceur. On voit les nouveautés, voilà, les professeurs expliquent, se promènent dans l'établissement, on perçoit son casier, on se fait une photo et à travers ce parcours-là, on rencontre les différents acteurs pour le repas. Tout ça, c'est nouveau aussi, la cantine scolaire. Donc tout ça, c'est le matin et l'après-midi, ils commencent à avoir leur emploi du temps normal avec les professeurs qu'ils auront tous les jeudis après-midi. Vendredi matin, les élèves de 6e seront pris en charge pendant 2 heures par l'équipe administrative. Cela permettra de leur présenter les nouveaux rôles présents au sein de l'établissement, comme l'infirmière scolaire, la CPE ou encore la professeure documentaliste. Des nouveautés présentées aussi aux parents d'élèves qui ont pu accompagner leur enfant ce matin. Pour qui ça peut être aussi une première, si c'est leur premier enfant qui arrive au collège, leur présenter un peu le fonctionnement et surtout les différents acteurs et les différentes façons de rentrer en contact avec nous. Pendant ce temps, les élèves ont rencontré leur professeur principal et reçu le fameux carnet de liaison. La première année de collège est officiellement lancée. Entre le 12 et le 30 septembre, ils passeront les évaluations nationales en français et en mathématiques. Cela permettra à leurs enseignants d'adapter leur pratique pédagogique pour répondre aux besoins de chaque enfant. Si la rentrée scolaire est un jour vraiment important pour de nombreux enfants, un grand jour, c'est aussi un jour de crainte pour les syndicats enseignants entre une baisse d'attractivité du métier et une formation express pour les contractuels. Mathieu Risse fait part de ses inquiétudes pour les prochaines semaines d'école. Emmanuel Macron a annoncé « Aucun enseignant ne démarrera sa carrière sous 2 000 € net mensuels ». Qu'en pensez-vous ? Donc d'annoncer que les carrières débutent à 2 000 €, certes, on s'en réjouit. Le début de carrière à 2 000 € c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Parce qu'aujourd'hui, il faut 15 ans pour atteindre 2 000 €. Donc il va falloir nécessairement que ça passe par une revalorisation de tous les salaires à tous les moments de la carrière, sans contrepartie, hein. Être revalorisé pour ce qu'on fait déjà. Je rappelle que les enseignants ont perdu 25% de pouvoir d'achat en 20 ans. Alors certes, on vient de nous revaloriser de 3,5%, mais avec 7% d'inflation, on est encore perdant pour cette année. Donc donner envie aux jeunes collègues de rentrer dans le métier, c'est une bonne chose, mais il faut donner aussi envie aux autres qui sont déjà de rester. Et il y a aujourd'hui de plus en plus de démissions, arrêts, maladies pour burn-out, etc., épuisement professionnel. Donc clairement, c'est pas suffisant. Après des craintes de pénurie, le ministre de l'Éducation nationale a assuré qu'il y aura un enseignant dans chaque classe. Quelle est votre réaction ? S'il y en a un, ce sera sans doute parce qu'on utilisera un remplaçant. Le remplaçant n'est pas là pour ça. Le remplaçant, il va être là pour remplacer dans quelques jours, semaines, les enseignants malades. Donc on reporte le problème. On va très vite se rendre compte que le compte n'y est pas. Recruter un contractuel aujourd'hui, on est en train d'essayer de nous faire croire qu'on les a formés en 4 jours. Je tiens quand même à dire un mot là-dessus. Qui peut imaginer qu'on forme quelqu'un, un enseignant, en 4 jours? On commence à avoir un peu de recul avec les années. On sait qu'en moyenne, un contractuel sur 2 va démissionner dans les semaines qui suivent. Donc ça, c'est aussi un paramètre. Et évidemment, on ne nous en parle pas. Mais donc sur les contractuels qu'on a trouvés, lesquels vont rester? On pourra refaire le point dans quelques semaines. Je pense que ce ne sera pas aussi simple que ce qu'on essaie de nous faire croire. Alors il y a une solution toute simple qui existe, alors elle ne va pas malheureusement être suffisante. Il y a une liste complémentaire du concours. L'an dernier, on s'est battu toute l'année pour réussir à obtenir le recrutement des collègues qui figuraient dessus. Il y en avait environ 25 sur l'académie. On a réussi à obtenir leur recrutement en février-mars après des mois de bataille contre l'administration. Là, ils sont 12 cette année sur l'académie. Qu'on commence déjà par recruter ces 12-là, c'est loin d'être suffisant évidemment, mais c'est déjà une première solution. Le nouveau recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie Nancy-Metz, Richard Lagagné, a dévoilé les chiffres en début de semaine. Alors concernant la pénurie d'enseignants, la situation dans notre académie s'est améliorée par rapport à l'an dernier. Pour cette rentrée scolaire, il y a 0,7% de contractuels sur plus de 12 000 personnels dans le premier degré et 8,7% de contractuels dans le second degré. Mais la plupart ont déjà de l'expérience puisque sur l'ensemble du premier et du second degré, il n'y a que 22 nouveaux contractuels cette année dans l'académie de Nancy-Metz. Sébastien Marchal, est-ce qu'il y a aussi des contractuels dans le privé ? Effectivement, il y a également des contractuels dans les établissements privés sous contrat avec l'État.
Le recrutement se déroule de la façon suivante. Il y a une cellule de recrutement qui rassemble les candidatures. Et une fois que les candidatures sont rassemblées, les candidats passent devant une commission de 3 chefs d'établissement qui valident ou non leur intégration dans les établissements privés. Et sinon, de manière générale, le recrutement des enseignants s'effectue comment dans le privé ? Là, je vous dis, les candidats envoient des CV donc à la cellule. Il n'y a pas de concours en fait. Ah si, pour entrer dans l'enseignement privé, il y a un concours national. D'accord, donc un concours national spécifique au privé. C'est ça. Et puis sinon, quand il y a des postes à pourvoir un peu en urgence, on va dire, du coup vous faites aussi appel à des contractuels. Voilà, en passant par la commission de recrutement. Et pour vous, est-ce que les expériences de vie sont plus importantes ou vous misez plus sur les concours ? Bonne question. Bonne question. Je dirais moi ce qui m'importe beaucoup, c'est le feeling, comment ça passe avec les enfants et le ressenti que j'ai lors du premier entretien. Pour moi, ça c'est très important. Et du coup, c'est l'occasion à chaque fois de découvrir des nouvelles têtes. Et bien oui, nouveaux profs, nouveaux élèves. La rentrée, c'est l'occasion à chaque fois de faire la connaissance de nouvelles personnes. À Sarreguemines, le lycée Jean de Pange ne déroge pas à la règle. Et illustration avec un changement tout en haut de l'organigramme de l'établissement. Un nouveau proviseur vient de prendre ses fonctions. Et pour la première fois de l'histoire de ce lycée sarregueminois, c'est une femme, Muriel Sénou. Guillaume Dumonteil l'a rencontrée. Le lycée Jean de Pange n'avait jamais eu à sa tête une femme. C'est désormais chose faite avec la nomination de Muriel Sénou. Effectivement, c'est la première fois, je n'en suis pas peu fière. Comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est une grande fierté pour moi. Maintenant, je sais aussi et parfaitement que cette affectation, elle repose sur des compétences professionnelles et non pas sur d'autres critères. Qu'il ait des événements qui nous est à tous interdits d'effacer de nos mémoires. Native de Sarreguemines, Muriel Sénou a débuté sa carrière professionnelle comme professeure de français, un métier qu'elle a exercé pendant une vingtaine d'années avant de passer dans le corps des personnels de direction. Avant d'arriver à la tête du lycée Jean de Pange, elle a été principale adjointe dans 2 collèges, proviseur adjoint au lycée Simon-Lazare pendant 4 années, mais aussi proviseur pendant 4 ans au lycée Condorcet de Chenec, une fonction qu'elle occupait encore l'année dernière. Sa carrière va crescendo et c'est la première fois qu'elle se retrouve à la tête d'un si grand établissement. Le lycée Jean de Pange, c'est en effet 1200 élèves, 90 professeurs, plus du personnel administratif et du personnel agent région. En poste depuis une quinzaine de jours à Sarreguemines, Muriel Sénou aborde ce nouveau chapitre de sa carrière avec sérénité. Sébastien Marchal, et vous êtes à l'Institution Sainte-Chrétienne depuis quand ? Alors j'ai une histoire un peu particulière parce que depuis 2009 je suis à la tête de l'école primaire et en 2017 j'ai pris les fonctions de chef d'établissement coordinateur, donc qui me permet de gérer l'ensemble de l'établissement. Et comment ça se passe dans le privé ? Est-ce que le chef d'établissement il est finalement aussi régulièrement que dans le public affecté à un autre poste ? Alors là, c'est au bon vouloir de la tutelle, j'ai envie de dire. Par exemple, nous, on dépend des frères des écoles chrétiennes qui fonctionnent par des cycles de 4 ans, et donc renouvelables 1 ou 2 fois. Et à ce moment-là, on discute avec nos délégués de tutelle qui nous proposent des différentes affectations. Alors justement, vous parlez de votre tutelle. Je voudrais savoir quelle est la place de la religion dans l'institution Sainte-Chrétienne ? Alors, du CP jusqu'au lycée, il y a de la culture religieuse qui est proposée 1 heure par semaine, de façon obligatoire. Donc obligatoire pour tous les élèves ? Voilà, quelle que soit sa confession. Alors, dans l'arrondissement de Sarreguemines, vous avez vraiment une spécificité. Il n'y a qu'ici que les élèves peuvent faire toute leur scolarité, de la petite section de maternelle jusqu'à la terminale, sans changer d'établissement. Est-ce qu'il y en a beaucoup des élèves qui font ça, ou bien est-ce qu'ils viennent plutôt pour simplement quelques années ? Alors beaucoup, c'est un bien grand mot, mais pour vous donner un exemple, au résultat du bac l'année dernière, les candidats au baccalauréat l'année dernière au sein de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle, 10 élèves avaient fait leur scolarité de la petite section jusqu'à la terminale. Donc sur 50 élèves, ça fait pas mal. Et alors cette année, en ce jour de rentrée, qu'en est-il des effectifs ? Alors j'ai récupéré l'info, il y a 932 élèves répartis en 36 classes. Est-ce que c'est plus ou moins que les années précédentes ? Alors les chiffres sont stables par rapport à l'année dernière, mais il y a des variations entre les unités pédagogiques. C'est-à-dire qu'on perd un peu d'élèves au lycée, par contre on en gagne au collège, ce qui nous a permis d'ouvrir une 16e classe au collège, et par contre ils sont stables au niveau de l'école primaire. Alors du coup, c'est facile ou c'est difficile d'attirer des élèves dans votre établissement ?
C'est pas toujours facile parce qu'on dépend d'une carte scolaire. On ne dépend pas de carte scolaire contrairement aux établissements publics. Et du coup, c'est vraiment le bouche à oreille qui fait que les familles viennent chez nous. Alors si elles sont satisfaites, elles vont colporter les bonnes choses. Par contre, si elles sont mécontentes, elles le répètent aussi et ça, c'est pas bon pour nous. Donc à nous de faire nos preuves pour satisfaire les familles. Avec la difficulté peut-être aussi que comme c'est un établissement privé, il y a des frais de scolarité. Combien ça coûte à une famille de scolariser son enfant chez vous ? Alors souvent, des idées reçues sur les frais de scolarité. C'est sûr que si vous êtes dans la région parisienne, les frais de scolarité seront plus élevés que chez nous. Par exemple, à titre d'exemple, cette année, un élève de primaire, la scolarité sur l'année s'élève à 500 €. À cela, vous ajoutez la restauration scolaire. Pour un élève du collège, c'est 570 et pour un lycéen, c'est 700 € à l'année. Donc généralement, les familles sont mensualisées. Donc si vous calculez sur 10 mois, ça fait 50 € par mois pour scolariser les enfants chez nous à Sainte-Chrétienne-la-Salle. Alors je parlais tout à l'heure de votre spécificité, le fait qu'un élève peut être scolarisé ici de la maternelle à la terminale. Il y a aussi une autre grande spécificité dans votre établissement que vous essayez souvent de mettre en avant, il me semble, c'est l'apprentissage de l'allemand. En quoi est-ce différent ici ? Alors à partir de la 6e, nos élèves peuvent passer un test d'entrée en section internationale. La section internationale consiste à avoir 4 heures de littérature allemande supplémentaire ainsi que 2 heures d'histoire géo en allemand. Et à l'issue de la 3e, les élèves passent le brevet international et peuvent passer également le DSD1, qui est un diplôme délivré par l'État allemand et qui permet à nos élèves d'acquérir un niveau de langue, des compétences de langue très, très élevé. Et pareil au lycée, on peut acquérir le DSD2 qui permet à nos élèves de terminale d'intégrer des écoles allemandes sans avoir à passer un test de langue. Et donc classe internationale aussi, section internationale ? J'ai pas compris, pardon. Il y a aussi une section internationale au lycée ? Ouais. Non, au lycée ça n'existe pas. D'accord, seulement pour le collège, il n'y a pas encore la continuité, c'est dommage ça. J'ai envie de vous poser une question personnelle aussi parce que je sais qu'en dehors d'être chef d'établissement, vous êtes aussi papa. Mais du coup, chef d'établissement et papa, ça veut dire que le jour de la rentrée, ça coince, non ? C'est un peu particulier parce que d'autant que mon épouse est également enseignante, donc c'est vrai qu'on ne fait jamais la rentrée de nos enfants ou de façon différente des autres parents. Donc pour le coup, ce sont les papis-mamies qui gèrent l'intendance pour faire la rentrée de nos enfants. On n'en parle pas assez en fait. Les enfants d'enseignants, ils sont un peu lésés de ce point de vue-là à ne pas avoir droit à leurs parents le jour de la rentrée. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les précisions que vous nous avez données sur votre établissement et un énorme merci pour votre accueil si sympathique ici en ce jour de rentrée. Merci à vous. Parce que je sais que c'est pas facile. Et puis j'en profite aussi du coup pour vous souhaiter à tous une très très bonne rentrée. Et puis un clin d'œil à la commune de Meisenthal avec cette image du jour pour vous souhaiter de sa part aussi une bonne rentrée. Allez, on jette maintenant un œil aux prévisions météo pour demain avant de radicalement changer d'environnement. À tout de suite. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde et belle rentrée à tous les élèves. Demain, le temps sera bien ensoleillé le matin. Un voile nuageux envahira ensuite peu à peu le ciel en cours de journée. Côté température, il fera entre 12 et 13 degrés le matin et entre 26 et 27 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le 2 septembre. Souhaitez une belle fête aux Ingrid. Passez une agréable journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à la rencontre de vos émotions dès le 28 septembre prochain. Au programme, 19 spectacles, de la danse, de la musique, de l'humour et du théâtre en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du mardi 13 septembre à 10h en ligne, par courrier ou sur place en mairie lors des 2 journées de lancement ainsi qu'à l'office de tourisme. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-lès-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web.
OR Corporate améliore votre cadre de vie dans tout le département. Nos équipes travaillent sur des projets de construction qui dynamisent votre ville et des chantiers de rénovation pour ramener à la vie des bâtiments historiques de votre territoire. Spécialiste en architecture, suivi de chantier et en gestion immobilière. OR Corporate, c'est imaginer, innover et construire ensemble. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. La saison du football reprend et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le deuxième match de la saison oppose le SFC à l'APM Metz ce samedi à 18h en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. C'est la rentrée pour Mosaïque Cristal aussi. On vous propose aujourd'hui une nouvelle émission. Désormais, Marie-Morgane Pires partira chaque mois à la découverte d'un métier. Et pour ce premier numéro, direction le potager du Beecherland pour se plonger dans le quotidien de David Bourrait, maraîcher. Et vous allez le voir, Marie-Morgane a mis la main à la pâte. Je vous laisse en sa compagnie pour découvrir ce métier. Très bonne journée à tous et à bientôt, à demain, dès midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission en immersion. Alors aujourd'hui, j'ai voulu découvrir le métier de maraîcher. Pour cela, je me suis rendue au potager du Beecherland à Schweyen et je vais rencontrer ici David, le chef d'exploitation. D'ailleurs, il doit être dans les parages. Il arrive. Bonjour David. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors là il est plutôt tôt, hein. Il faut savoir qu'il est 6 h du matin. Tu commences tous les jours à cette heure-ci? Ben, ça dépend de la saison. Quand il fait très chaud au début juillet, on arrive même à 5 h. D'accord. Donc on arrive là le plus tôt possible pour éviter de cramer après dans les serres. Parce que la première chose qu'on fait, c'est dans les serres, les récoltes. D'accord, ça marche. Bah écoute, on va te suivre un petit peu toute la journée pour en savoir plus sur ton activité et un peu plus sur toi aussi. Nickel. Alors c'est parti, on va tout préparer. Allez, on y va. Je te suis. Donc là c'est une grande exploitation, c'est sur combien d'hectares Alors là, on est en surface cultivée, on a à peu près 1,2 hectare. D'accord. 1,2 hectare de légumes et environ quelques arts de verger. C'est une grosse exploitation, oui et non, parce que la plupart des gros maraîchers qui travaillent avec des tracteurs, ils ont souvent plutôt une dizaine d'hectares. Oui. Maintenant, des petits maraîchers diversifiés comme moi tournent autour d'1 hectare en général. D'accord. Donc voilà. Et donc là, on va démarrer avec la récolte, c'est ça? La récolte des tomates, parce qu'aujourd'hui, c'est les paniers. Ok. Donc quand on fait les paniers de légumes, on essaie de récolter tout le jour J, le jour même, pour que ça garde le maximum de vitamines. Que ça soit le plus frais possible. Le plus frais possible. On peut faire un tour quand même sur le programme de la journée. Oui, parce que tu me disais, tu prépares une liste des tâches tous les soirs la veille, c'est ça? Ouais, alors ça c'est le gros programme qu'on fait à l'hiver, ça s'appelle le plan d'exploitation, enfin le calendrier culturel. On voit à chaque fois quelle culture va à quel jardin, parce que tout est divisé en jardin. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait à quelle étape. Ensuite, chaque début de semaine, avec ma salariée, on fait un tour de tout le potager et on regarde, tiens, ça il faut le désherber, ça il faut faire ça, ça il faut faire ça. Donc on note ensemble ce qu'il y a à faire, on le met dessus, c'est catégorisé. Hein. Et après, on fait notre planning hebdomadaire. Donc ça c'est ce qu'on a fait hier. Aujourd'hui, on va faire toute la récolte, les paniers, ce sera déjà pas mal. Et cet après-midi, désherber les carottes. Et s'il faut, certainement les semis encore. Ok, mais tu me disais ça permet de démarrer directement la journée, de ne pas perdre de temps le matin. Parce que le matin, du coup, c'est des minutes précieuses avant qu'il fasse trop chaud.
Et il vaut mieux qu'on se prépare la veille, que tout soit clair, propre et on démarre sur les chapeaux de roue. Ok, ça marche, bah c'est parti. Donc cette exploitation a ouvert quand? Donc on a démarré les travaux en 2017. Avant ici c'était comme en face, c'était juste une prairie. D'accord. On a vraiment démarré officiellement en 2019. Et on a fait plein de travaux, on a fait le bâtiment nous-mêmes. L'irrigation automatique dans le sol nous-mêmes. Donc il y a encore du travail. Un petit tuto quand même pour apprendre à récolter les tomates. On la prend, on vient appuyer sur la petite boursouflure, vous voyez une petite boursouflure sur la tige, et on appuie dessus pendant qu'on plie. Normalement, ça fait tout seul. Ok. À part certaines variétés qui sont un peu récalcitrantes, normalement 90% ça va s'accoter comme ça. Et donc il faut faire attention à ce qu'elle soit déjà bien rouge. Oui. Alors, la particularité des tomates, c'est que même si celle-là n'est pas très rouge, vous voyez, c'est un fruit qu'on dit climactérique, ça veut dire qu'il va continuer à mûrir même une fois récolté. Ok. Par contre, il n'aura pas forcément toutes les saveurs et tous les sucres qu'il aurait eu en récoltant vraiment mature sur pied. D'accord. Donc il faut attendre avant de le consommer. C'est ça. Après, dans l'industrie et dans le supermarché, souvent ils ne récoltent pas très mûres pour le transport, ce qui fait qu'elles arrivent rouges en étal avec un peu moins de goût. L'idée, c'est que chacun ait une ligne. Bon, j'ai rempli ma première cagette de tomates. J'ai bien suivi les conseils de David. J'espère que j'ai bien tout fait, que j'en ai pas trop oublié. On continue. J'ai oublié une cagette. Bon, on a déjà ramené pas mal de cagettes. Alors ça fait 1 heure qu'on est au niveau des tomates et je peux dire que c'est déjà fatigant. Et la journée n'est pas finie. Je pense qu'on va être bien fatigué à la fin de la journée. Donc là, on va direction les courgettes, c'est ça? Les courgettes, ouais, courgettes, concombres, pâtissons, tout ce qui est de la famille des cucurbitacées. C'est dans le même jardin. Donc les concombres, donc ça va être à peu près le bon gabarit. Ok. S'ils commencent à jaunir, tu sais qu'ils vont prendre de l'acidité ou de l'amertume. Voilà, du coup on les laisse sur place. Peut-être des fois vous allez en voir à gauche, à droite. Ok, donc en couleur, il faut que ça soit assez foncé, c'est ça? Assez foncé ouais. Et que les piquants soient assez lisses. D'accord. Je sais pas dans quel sens le couteau. Premier concombre. Donc David, dis-moi un petit peu, comment t'es venue l'idée de créer cette exploitation ici? Eh ben moi, avant d'être ici, j'étais pendant 5 ans à Nice, je faisais de l'ergonomie des logiciels. Donc rien à voir, l'ergonomie des logiciels, c'est faire en sorte que les sites web et les logiciels soient plus faciles à utiliser. Et voilà, je finissais ma thèse et je voulais un peu de changer de vie. Et me lancer dans le maraîchage. J'ai été vite rejoint par mon beau-frère qui lui faisait déjà ça depuis plusieurs années. Et on est arrivé ici en 2017, les premiers coups de pelleteuse pour mettre les serres, etc. En 2019, on a vraiment lancé l'exploitation, donc les premiers paniers, les abonnements. Et depuis 2021, je suis seul, donc l'année dernière j'ai passé seul, avec heureusement un gros coup de main de la ferme affable, alléluia, merci Antoine et Lorraine. Et cette année, je suis rejoint par Suzy, et ça fait vraiment du bien, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Ça te fait un peu d'aide aussi, de soutien? Ah ouais, ça fait du soutien, et puis ça se force aussi à être mieux organisé, à vraiment bien cibler les tâches, parce que quand on est seul, en fait, on se balade, et en fait, toutes les tâches sont urgentes. Donc très vite on est dépassé au mode faut que je fasse ça et puis après je marche 5 minutes et puis il y a ça et en fait donc là être à deux ça permet de se dire ce matin on fait ça, demain voilà,
une meilleure organisation. Ce métier, c'était pas une vocation, tu étais parti vers une autre carrière à la base, tu as dû apprendre un peu sur le tard? Exactement, alors du coup j'avais refait un bac agricole, donc j'ai refait un bac après une thèse, donc ouais c'était rigolo. Et par contre le plus gros de la formation c'est l'expérience. Hein. Donc à l'époque il y avait mon ex-associé qui lui avait une grosse base d'expérience, c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé là-dessus. Et on en apprend encore tous les jours. Avant d'être vraiment en rythme de croisière, je pense qu'il faudra encore une année ou deux pour vraiment se dire là c'est bon, tout est maîtrisé, il n'y a plus qu'à exécuter. Mais c'est déjà pas mal. Et tu t'y sens bien aujourd'hui ici? Je m'y sens bien, bien sûr. Franchement, on est heureux, il fait beau, c'est quand même un beau métier, mais c'est aussi un métier où on stresse. Là, les années d'installation pour moi sont dures parce qu'il y avait des travaux faits pour 2 personnes et là, du coup, pour une seule personne, c'est comme des gros investissements, c'est une grosse charge de travail. Donc il y a parfois, on est là, est-ce que j'ai bien fait? Oui, à terme je sais que je serais content d'avoir fait, mais il y a des fois où on se lève et on est là, on voit tout le travail, on est là, waouh, pourquoi je n'ai pas resté devant mon ordinateur? Donc toi, en ouvrant le potager du Beacherland, tu as décidé de mettre en place des paniers. Oui. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Alors l'idée des paniers, il y a plusieurs raisons. Déjà pour moi, c'est une stabilité de revenus. Donc les gens s'abonnent comme un magazine ou une salle de sport et du coup je suis sûr d'avoir un peu d'argent à la fin parce que si je vais à un marché et qu'il n'y a personne, ou au contraire si je vais à un marché qui a trop de gens, eux aussi. Et l'autre idée c'est de rien gâcher. Parce que à part effectivement les légumes qui sont trop moches, on va le voir après, il y a des légumes moches que je garde pour moi, bien évidemment. Mais sinon la plupart part dans les paniers. D'accord. Donc ça permet d'avoir moins de pertes, etc. Ça permet aussi de s'organiser plus facilement parce que les légumes là ils ont presque été tous récoltés ce matin. Donc c'est extrêmement frais. C'est beaucoup plus pratique pour moi et pour les gens. Enfin, c'est la meilleure façon pour les gens d'avoir des légumes frais. Après c'est sûr que c'est des contraintes, mais il y a des avantages et inconvénients. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même des gros avantages aussi. Et donc concrètement, ça fonctionne comment Alors concrètement, chaque semaine, moi j'ai un jour le mardi et un jour le vendredi. Donc, le mardi, c'est surtout les paniers du potager et un petit point de dépôt à Romainster qui est tout proche. Donc les gens sont abonnés, chaque mardi ils viennent prendre leur panier. On récolte tout ce qu'il y a, on le divise par le nombre d'abonnés. Là cette semaine, il y en a 18 en formule hebdomadaire et 16 en formule bimensuelle. Parce qu'il y a des gens qui le prennent une semaine sur 2. D'accord. Et comme ils le prennent une semaine sur 2, ils n'ont pas toujours la même composition. Parce que s'il y a une semaine, je sais pas, je dis il y a une semaine, il y a un melon, la semaine suivante non, les autres ils ne l'auront jamais eu. Oui. Donc j'ajuste toujours pour que les deux, il y a un peu de tout, un peu de tout. Et voilà, donc là on va préparer tous les paniers, on va préparer 34 paniers. Et tout à l'heure on ira les livrer. Donc là c'est parti pour remplir les paniers. Là par exemple, aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont avoir dans leur panier Alors aujourd'hui le bimensuel, ils vont avoir 1,5 kg de tomates, 400 g d'haricots verts, 3 courgettes, 3 poivrons verts, là les 500 g d'échalotes, 1 kg de carottes et quelques brins de basilic que Chris Schengele nous prépare. Il y a de quoi faire, oui, effectivement. Ça y est, tous les paniers sont prêts, ils sont bien remplis. Maintenant, c'est le moment de la pause et dans quelques instants, on retrouve David pour aller s'occuper de la livraison. Hop. Bon ben voilà, là il est 14 h, c'est le moment de la livraison pour toi, c'est ça? C'est ça, mais je ne livre pas chez les gens eux-mêmes, je livre des points de dépôt. Donc là, on va tout de suite à Romainster, au magasin Jardin et Loisirs. Ok. Et puis c'est parti, on a une bonne vingtaine de paniers là-bas. Ça marche, on y va. David, là on va s'occuper des livraisons, mais j'ai vu que tu organisais aussi des marchés toutes les semaines. C'est ça, tous les vendredis de 17 h à 19 h 30, il y a un petit marché au potager.
Donc avant, je faisais juste le surplus des paniers, mais finalement là, comme j'ai bien grandi, il y a du choix. Et voilà, ça se veut vraiment un moment sympa. Chris et Jean-Claude de la Chris et Shangri-La sont là aussi, ils vendent des cocktails de plantes et d'herbes médicinales. Et l'idée, c'est que l'année prochaine, il y aura aussi des fraises en libre cueillette, des framboises, cassis, des œufs. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un lieu sympa, comme ça on exploite ce lieu qui est cool et qu'on n'a vraiment jamais ouvert aux gens pour l'instant. Donc maintenant on a fini la livraison, donc quelle est la suite? Là, vu les températures, il fait presque 30 degrés et qu'il est 14h30, on va plutôt faire une activité à l'intérieur. Et comme il y a des semis à faire, ça tombe bien, on va faire des semis en plaques. Ok, c'est des parti. Des choux, des salades, tout ça. 52, 60 plaques. 60 plaques 60 plaques. Donc là, l'idée, c'est, avec les mains, on répond juste, pour casser un peu les mottes, on répond juste dans les alvéoles. Ok. C'est pas la peine d'essayer de les tasser. On va les tasser avec une technique autre, qui ira plus vite, qui évitera de trop les tasser parce que, en gros, il y a un bon terreau, c'est quelque chose qui respire, qui fait en sorte que la terre ne soit pas trop tassée pour que les racines puissent bien explorer. D'accord. L'idée, c'est juste de prendre la plaque, comme ça. C'est assez tassé. D'accord, tout simplement. Après, on va trop le tasser. Ok. Et donc ça, pour moi, la plaque, là, elle est prête à être semée, on peut semer dedans. D'accord. On peut semer dedans. Et du coup, on va se servir de cette petite machine. Toutes les graines ne sèment pas avec ça, mais quand même, pour les grosses séries de choux, de salade, la plupart, on le fait avec ça. Et chaque petite buse va venir aspirer une graine. Et on va faire une rangée après l'autre, sinon je vais vous montrer la taille des graines, sinon il faut le faire à la main à chaque fois. D'accord. Dernière étape, avant de remettre... on va quand même écrire ce que c'est. Alors j'écris dessus toujours... C pour chou chinois, le nom de la variété, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et j'écris aussi la semaine à laquelle je l'ai planté. Bon David, il est temps pour moi maintenant de te laisser. Toi tu vas encore continuer jusqu'à quelle heure à peu près? Certainement vers 18h, hein. On fait des grosses journées en été. En hiver c'est plus calme, mais là c'est vrai qu'on en profite pour bourriner. On n'a pas trop le choix, il y a des champs qui s'enherbent, donc il faut y aller encore. Oui, j'ai remarqué que c'était une journée assez sportive. Il faut beaucoup se déplacer parce qu'il y a beaucoup de terrain. Se mettre accroupi pour ramasser, porter les cagettes, etc. Donc franchement, c'était vraiment très agréable de découvrir ce métier à tes côtés. Et moi, j'ai une dernière question pour toi. Toi, qu'est-ce qui te plaît finalement le plus dans cette activité? Je dirais qu'il y a deux grandes choses. La première, c'est évident, c'est être au grand air, un peu libre, pour mettre la musique à fond si on veut travailler avec la musique. Et aussi le challenge de se dire il faut vraiment tout maîtriser, il faut vraiment tout comprendre. Et autant c'est décevant de voir une planche s'enherber, autant c'est très satisfaisant de se dire waouh, c'est nous qui avons fait ça et on a une belle récolte, des beaux choux, des belles carottes. Ça, c'est vraiment que ça fait partie des choses qui sont satisfaisantes, quoi. Encore une fois, merci beaucoup merci de m'avoir accueilli. C'était vraiment c'était super. C'était vraiment top. Une bonne journée. Nickel. Et quant à vous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission en immersion.